Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Le collectif antinucléaire 13. On m'entend ? Bon, c'est parfait. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou de tout réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois à 14h en direct, sauf aujourd'hui. Vous pourrez retrouver nos dernières émissions sur le site de Radio Galère et bientôt sur notre blog en création. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous croyons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer, mais aussi d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors aujourd'hui, l'émission elle va être consacrée dans sa totalité à un forum qui s'est déroulé à Genève les 12 et 13 mai. Forum scientifique et citoyen sur la radioprotection de Tchernobyl à Fukushima, organisé par le collectif Independent WHO. Alors, Independent WHO, c'est World Health Organization, donc l'Organisation mondiale de la santé. Je vous parlerai un petit peu plus tard de ce collectif. On a passé 2 jours extrêmement éprouvants. En particulier la première journée du samedi où on a entendu de 9h du matin à 19h une somme de témoignages tout à fait accablants. 2 scientifiques ukrainiens, 2 scientifiques du Bélarus et de citoyens japonais venus pour l'occasion échanger leur expérience avec les scientifiques et les citoyens ukrainiens, russes, et voir comment essayer de trouver des pistes voilà, et de comprendre en fait comment fonctionne la radioprotection et ce qu'on peut faire après les catastrophes pour essayer de diminuer les conséquences sanitaires. Donc les exposés ont surtout porté sur ces conséquences sanitaires, conséquences de l'irradiation externe et aussi sur les conséquences de la contamination interne qu'on oublie trop souvent puisque les modèles sur lesquels se basent tous les organismes internationaux, c'est Hiroshima et Nagasaki, c'est-à-dire une déflagration qui irradie à l'extérieur, qui provoque des brûlures. Mais on n'a jamais parlé de l'irradiation interne, c'est-à-dire ce qu'on ingère et ce qu'on inhale après une catastrophe nucléaire. Et il était... Qui n'ont même pas été pris en compte après Hiroshima et Nagasaki dans les études. C'est pour ça qu'on ne sait rien là-dessus, quoi. Voilà, parce qu'il y a eu, on nous a très bien expliqué ça pendant le colloque, il y a eu une omerta complète pendant 4 ans après Hiroshima et Nagasaki sur les conséquences réelles sur la vie humaine. Oui. Conséquences, non, juste, je t'interromps parce que j'ai entendu une intervention de Colin Kobayashi qui disait que toutes les études sur l'impact d'Hiroshima et de Nagasaki ont été concentrées sur un rayon de 2 kilomètres autour de l'épicentre de la bombe. C'est-à-dire, c'est assez ridicule par rapport aux dégâts que la bombe a causés. Voilà. Et d'où le fameux modèle, c'est de cette époque-là qu'on tire le fameux modèle des cercles concentriques. Quand on évacue des zones, comme on a vu à Fukushima, on parle de rayons de 10 km autour de la catastrophe, alors qu'en fait, ce modèle, il est uniquement sur les irradiations externes et évidemment pas sur la contamination du sol, de l'air et de l'eau. Il était assez intéressant de voir que parmi toute cette superbe brochette de scientifiques, parce que vraiment les invités étaient tous excellents, des scientifiques dissidents évidemment, il n'y avait pas de médecins français présents.
à l'exception de Madame Fauconnier, qui représentait son père, le docteur Fauconnier, qui a œuvré depuis Tchernobyl sans relâche pour montrer les conséquences de la catastrophe en Corse et avec tous les malades de la thyroïde. Donc, ce collectif Independent Who, depuis maintenant plus de 5 ans, sont présents avec ce qu'ils appellent donc les vigies d'Hippocrate, tous les jours ouvrables, depuis 5 ans, devant le siège de l'OMS à Genève, pour dénoncer le rôle que joue, ou le rôle que ne joue pas l'Organisation mondiale de la santé dans le domaine de la radioprotection, et aussi pour dénoncer un accord qui date de 1959, on va en parler, entre l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, et l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Alors, je voulais, parce qu'il y a tellement de sigles et puis d'organismes, que je voulais faire un petit rappel sur toutes ces différentes organisations internationales qui s'occupent de nous, qui font la pluie et le beau temps dans le monde en matière de nucléaire civil et de radioprotection. Et il est intéressant, et je pense que ça tombera assez bien avec ta chronique, de noter les dates à laquelle toutes ces organisations ont été créées. On va commencer par la meilleure de toutes, l'Agence internationale de l'énergie atomique. J'ai les statuts là, donc ça a été créé. Alors les statuts de l'AIEA, approuvés en 1956 et sont entrés en vigueur en 1957. Alors, objectif de l'AIEA. L'agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, à la santé et la prospérité dans le monde entier. Fonction. Alors, l'agence a pour attribution, entre autres, je n'en cite qu'une petite, d'encourager et de faciliter dans le monde entier le développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques et la recherche dans ce domaine. Donc, l'AIEA fait à la fois la promotion du nucléaire civil et assure en même temps le contrôle du nucléaire dans le monde. Ça, c'est... Deuxième... De toute façon, encore une fois, on le dit, mais on le répète peut-être jamais assez, à quel point c'est lié le civil et le militaire quand même. Et c'est vraiment intéressant de voir que tous ces organismes-là ont été créés après la Deuxième Guerre mondiale et après Hiroshima et Nagasaki. Alors un deuxième machin, parce que c'est vraiment des trucs... Alors ça, c'est le CIPR, c'est la Commission internationale de protection radiologique. Créée en 1950. C'est une organisation internationale, alors dans Wikipédia on nous dit indépendante, mais elle n'est pas indépendante puisqu'elle a été créée, c'est une émanation des Nations Unies. Donc, elle est chargée en fait de donner des recommandations. C'est l'autorité suprême en matière de risque et c'est la CIPR qui fixe les normes et les limites de dose soi-disant acceptables dans le monde. Alors, qui varie d'un pays à l'autre en plus. Mais bon, non, alors... Enfin, au Japon, ils sont en train de dire voir. Oui, mais justement, on va en parler de ça. D'accord. Parce qu'il y a des normes qui normalement, comme des normes, sont recommandées par la CIPR. On ne devrait pas pouvoir déroger. Alors, nous, en France, on est lié à ces conseils par une directive Euratom, qui date de 1996. Et là, c'est intéressant parce que alors, ils disent que c'est 1 millisievert par an. Mais, évidemment, il y a un mais. Et alors là, celui-là, il est pas mal. Pour les travailleurs, exposition sous autorisation spéciale pour les travailleurs. Dans ces circonstances exceptionnelles, exception faite des situations d'urgence radiologique, et à apprécier cas par cas, les autorités compétentes peuvent
si des opérations déterminées l'exigent, autoriser qu'un certain nombre de travailleurs désignés nommément subissent des expositions professionnelles individuelles supérieures aux limites de dose. Et pour la population, chaque État... Ah non, la limite de dose donc, est de 1 millisievert par an. Toutefois, dans des circonstances particulières, une valeur supérieure peut être autorisée pendant une année quelconque, et pour autant que la moyenne sur 5 années consécutives, blablabla, blablabla. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui a fait que les Japonais ont pu faire passer la dose soi-disant acceptable par le CIPR de 1 millisievert par an à 20 millisieverts par an. D'accord. C'est juste pour une année, quoi. L'an prochain, qu'est-ce qu'ils vont faire Voilà. Bon. Hein, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas faire descendre la radioactivité. Donc, Comme nous l'a expliqué la personne japonaise, j'ai oublié son nom complet, c'est Wataru Iwata, qui a fondé un laboratoire au Japon civil pour examiner les gens et puis savoir ce qu'ils ont pris comme dose, etc. Et lui, je sais plus, j'ai perdu le fil. Je disais quoi avant ? Tu parlais des normes des normes, oui. Et, je sais plus, ça me reviendra. Et alors, donc chaque État membre, ça c'est l'article 14, chaque État membre prend des mesures suffisantes pour faire en sorte que la contribution, alors tout ça c'est alambiqué évidemment, de chaque pratique à l'exposition de la population dans son ensemble soit maintenue, et ça c'est très intéressant, au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre. Et voilà. Compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Alors ça, c'est le principe qui est le principe ALARA, as low as reasonably achievable, c'est-à-dire que les valeurs, toutes les valeurs limites, elles sont bien déterminées par rapport à des questions techniques, économiques, et pas du tout pour protéger la santé de qui que ce soit. Oui, j'aime beaucoup le terme économique dans le... Alors ça, c'est la CIPR. Donc pour le moment, on commence à être bien protégé. Agence internationale de l'énergie atomique, CIPR. Il y en a un autre. Alors ça s'appelle le UNSCEAR, Comité scientifique sur les effets des radiations atomiques des Nations Unies. Alors, créé en 1955, on est bien toujours la guerre froide. Toujours la guerre froide, le même... le mandat de ce UNSCEAR consiste à évaluer les niveaux et les effets de la radioprotection et de faire des rapports sur ce sujet. Alors, depuis sa création, ils ont produit 20 études, pas mal, dont une en anglais, pas traduite en français, un rapport publié en 2000 sur l'exposition à la radioactivité et les effets de l'accident de Tchernobyl. Et alors là, il y en a 400 pages, donc je vais vous faire grâce, je vais juste vous citer quelques conclusions. Alors c'est en anglais, donc jusqu'à présent, aucune malformation congénitale ou décès d'enfants prématurés ne peut être lié à l'exposition aux radiations causées par l'accident de Tchernobyl. Deuxième conclusion, une autre conclusion, parce que à l'exception du risque aggravé de cancer de la thyroïde pour les jeunes enfants, aucun désordre somatique ou défaut immunitaire n'a pu être associé à la radiation causée par l'accident de Tchernobyl. Encore une autre. Aucun risque aggravé de leucémie n'a été trouvé parmi les liquidateurs ou les résidents dans les zones contaminées. Encore une petite. L'apparition de tumeurs cancéreuses autres que des cancers de la thyroïde chez les résidents et les travailleurs dans les zones contaminées n'ont pas été observées. Donc, et la fameuse
et la fameuse radiophobie, on va en parler un petit peu plus tard. Oui, c'est ce que j'allais dire, tout ça c'est psychosomatique, c'est voilà. ça. Et alors, l'angoisse et le stress émotionnel chez les parents ont très probablement influencé les enfants, et des facteurs psychologiques défavorables expliquent probablement la différence entre les groupes exposés aux radiations et les groupes non exposés aux radiations. Voilà, on est encore bien ça c'est les Nations Unies. La cerise sur le gâteau, l'accord entre l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale à l'énergie atomique, l'OMS créée en 1946 avec pour but, dans sa déclaration, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et l'accord entre les deux, qui date de 1959, j'ai un petit extrait. L'agence, l'AIEA et l'OMS se conviennent qu'elles agiront en coopération étroite et se consulteront régulièrement en ce qui concerne les questions présentant un intérêt commun. Chaque fois que l'une des parties se propose d'entreprendre un programme ou une activité dans le domaine qui présente ou peut présenter un intérêt majeur pour l'autre partie, la première consulte la seconde en vue de régler la question d'un commun accord. Nous avons perdu notre technicien. Juste deux mots, parce qu'on fait un sous-entendu sur les dates de création de tous ces organismes. Sous-entendu, je pense qu'on a le même sous-entendu, à savoir que les années 50, en pleine guerre froide, c'était la grande période de bagarre de l'armement nucléaire, et qu'ils ont lancé, pour noyer le poisson, c'est à ce moment-là où ils ont créé tout un tas d'organismes de propagande pour promouvoir le nucléaire civil, pour que les gens soient bien concentrés sur tous les bienfaits du nucléaire civil et ne s'intéressent pas trop à l'armement qui était en train de prendre des proportions absolument titanesques. Oui, et tout ça fait partie du programme, c'est dans les lignées de Atoms for Peace, l'atome pour la paix, qui était initié par Roosevelt, si mes souvenirs Eisenhower, oui. plutôt. Alors, ok. On va revenir. Je vois que le temps passe très vite. Alors peut-être qu'on va. On reviendra sur ce forum. Je pense qu'on peut y consacrer encore une autre émission. Je voulais simplement vous dire que toutes les interventions et qui ont été faites le samedi 12 mai sont disponibles sur le site de la coordination Stop Nucléaire. Vous pouvez aller chercher ça sur votre moteur de recherche, coordination Stop Nucléaire, et vous avez tous les enregistrements de la journée du samedi. Il faut absolument aller écouter ça. Alors, je voudrais juste qu'on passe l'enregistrement, moi, qui m'a beaucoup ému, d'une femme de Fukushima qui a créé le laboratoire d'analyse indépendante sur la radioactivité. Ça, c'est un truc qui a été créé, c'est l'équivalent de la CRIRAD en France, qui a été créé il y a quelques mois. La société civile s'est prise en main, et puisque personne ne leur dit quoi que ce soit, que le gouvernement leur dit rien, les confine dans les zones contaminées, eux ils ont pris ça en main, et voilà. Et donc je voulais on entend le témoignage de cette femme. Donc c'est le 4e enregistrement. S'il te plaît. L'équivalent de la CRIRAD des années 80. Le responsable de la sonde, s'il vous plaît. No. Oh, okay. Le gouvernement japonais n'a pas informé les populations de la situation réelle. De nombreuses personnes ont été exposées sans avertissement. En outre, le gouvernement japonais a annoncé qu'il n'y avait aucun effet sur la santé à cause d'une dose de radiation aussi faible. Nos enfants continuent à vivre sans aucune protection
contre l'irradiation. On nous dit que le problème, c'est le stress et la peur à cause de l'ignorance sur la radioactivité. La radiophobie est, soi-disant, plus dangereuse. Nous ne pouvons plus exprimer nos peurs et nos inquiétudes à haute voix. L'enquête de santé de Fukushima a commencé en juin 2011. Et l'enquête a démontré que en janvier 2012, il y avait 20,5% de réponses. Et dans le sondage, il était demandé au public si il pensait que l'enquête était utile. Et 51% des personnes interrogées ont estimé que l'enquête était inutile. Pourquoi ? Parce que l'enquête n'est pas indépendante de l'industrie. Qui défend la santé ? Et quelqu'un qui défend la santé doit être indépendant, autonome de la politique. Il en va de même pour l'OMS. Nous avons organisé des consultations sur la santé avec des volontaires, des médecins, et les mères s'expriment et pleurent devant les médecins. Elles disent qu'elles ne pouvaient pas consulter leurs médecins locaux. L'enquête de santé gouvernementale ne leur sert à rien. Le CMRS continue de mener des consultations et de mesurer les doses de radiation dans le corps en utilisant un compteur de tout le corps. Et nous distribuons une note informative pour la santé des personnes après la catastrophe. Nous menons aussi des enquêtes épidémiologiques. Nous faisons des recherches sur des questions sanitaires nous-mêmes et coopérons avec des chercheurs et des experts par le biais de nos réseaux indépendants. Il nous faut plus de docteurs et plus d'experts et plus de conseils. Rejoignez-nous et aidez-nous à protéger les enfants de la radiation pour leur avenir et pour votre avenir. Merci. Un appel de détresse totale. Oui, ce sont des gens qui sont complètement dans le désarroi le plus total. Alors que, on a décrit ça tout à l'heure, entre tous ces organismes qui sont censés s'occuper de nous en cas d'accident grave, voilà. Mais voilà. Enfin, non, je dis ils sont censés parce qu'évidemment, leur problème n'est pas là. Leur problème est bien évidemment de faire la promotion du nucléaire. C'est voilà. Mais et d'être un alibi. Et d'être un alibi. Alors. Bon, voilà. Alors, mais c'est terrible parce que c'est vraiment même pas du déni, quoi. C'est du révisionnisme en direct. Oui, c'est du négationnisme. Quoi, vous avez le cancer? Non, mais c'est psychosomatique votre histoire. Oui. C'est l'irradiation. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et en plus, c'est une espèce de culpabilisation, parce qu'on leur dit que c'est eux-mêmes qui se provoquent leur propre maladie. Voilà. Voilà. Non seulement on vous irradie, mais en plus c'est de votre faute. C'est si ça. vous êtes malade, c'est quand même un comble. Donc, ton papier, ça s'intitule Japon, terre de cobayes, et c'est voilà. Alors moi, je vais revenir sur Hiroshima et Nagasaki, puisque le 8 mai dernier, nous avons fêté la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, mais il faudra attendre encore le 2 septembre et la réédition du Japon
pour que la Seconde Guerre mondiale prenne vraiment fin. Le 6 août 1945, sans sommation, les États-Unis ont largué une première bombe atomique appelée Little Boy sur la ville d'Hiroshima. Elle explosa à 580 mètres d'altitude, en plein cœur de l'agglomération, libérant une énergie équivalente à environ 15 000 tonnes de TNT. Les 2 tiers de la ville sont complètement détruits, y compris les archives, et la comptabilité exacte des victimes est impossible. Sans doute entre 90 et 140 000 morts. Au moins autant de blessés, grands brûlés et irradiés. 3 jours plus tard, et toujours sans sommation, une deuxième bombe atomique appelée Fat Man explose au-dessus de Nagasaki. Bilan entre 60 et 80 000 morts. Est-ce qu'il était indispensable de bombarder Hiroshima pour obtenir la capitulation du Japon? La stratégie de la guerre du Pacifique est bien discutable. Si tant est que la première bombe puisse être justifiable, pourquoi donc une deuxième? Le Japon est seul contre tous, à genoux. Il vient de perdre la bataille d'Okinawa, considérée par les Américains eux-mêmes comme décisive. Au lendemain d'Hiroshima, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon et l'armée rouge envahit à l'ouest tous les territoires annexés par les Japonais. C'est dire si le pays est mal barré. Visiblement, l'empereur Hirohito est dans une démarche suicidaire et ne se préoccupe pas plus de ça, de la démonstration américaine à Hiroshima. Alors, on ne m'ôtera pas de l'idée, que je ne suis pas le seul à émettre, que ce double bombardement avait pour but caché de comparer les 2 technologies développées par le projet Manhattan. Aux États-Unis, avec la participation du Canada et du Royaume-Uni, ils avaient mis au point à grands frais 2 procédés différents. Little Boy fonctionnait à l'uranium enrichi et Fat Man au plutonium. Cette dernière technologie soulevait encore des doutes sur son efficacité. Le résultat fut probant. Si la bombe au plutonium, plus puissante, fit moins de victimes, c'est juste que Nagasaki est construit sur des collines et avait subi quelques jours avant un bombardement ciblé sur des constructions navales et les usines Mitsubishi. Une partie des civils avait été évacuée vers les zones rurales. En revanche, Hiroshima avait été choisie comme cible car elle n'avait justement pas encore subi de raid aérien. Selon le musée national de la ville, elle fut volontairement épargnée par les Américains lors des bombardements conventionnels pour mieux évaluer l'impact de la bombe. Chacune de ces attaques avait mobilisé 3 bombardiers. Un pour emporter le bébé, un autre pour prendre les mesures et relever toutes les données, et un 3e pour filmer et photographier l'expérience accompagné des scientifiques. Sur Nagasaki, on parachuta quelques minutes avant des instruments de mesure. Les 2 bombardiers d'études faisant demi-tour après l'explosion pour bien observer les résultats. Les résultats, une triple destruction. D'abord par la chaleur de la bulle de gaz incandescent de 500 mètres de diamètre, montée à 4000 degrés en une fraction de seconde, suivi de vents soufflant à 800 km/h causés par la déflagration, et pour finir l'irradiation, d'abord directe, puis répandue par la pluie noire causée par les nuages de cendres et de poussière soulevés. Je vous fais grâce des détails. Notez que sur le net, ces chiffres varient. Notez aussi qu'on trouve des photos très éloquentes. Les données exactes sont gardées secrètes par les États-Unis et les journaux de l'époque, tous favorables au bombardement, recopient quasiment à la lettre les communiqués fournis par le Pentagone, sans mentionner les pertes humaines. On peut lire ainsi dans le Washington Post « Nous exprimons sans réserve notre gratitude à l'égard de la science pour nous avoir donné cette nouvelle arme. » Après-guerre, les Américains dépêchent sur place plus d'1 millier de militaires et de civils, dont des photographes, chargés de collecter toutes les informations possibles. Ils créent des centres médicaux dans ces villes, en particulier pour étudier les cancers et leucémies qui vont se développer durant les mois et les années à venir. Les Américains occuperont officiellement le Japon jusqu'en 1952 et resteront après sur place pour y promouvoir et développer le nucléaire civil et militaire, fortement stimulé par la course à l'atome qu'ils se livrent avec l'URSS, l'ascension au pouvoir de Mao Tse-tung en 1949 et la guerre de Corée. C'est ce qu'on avait suggéré tout à l'heure. En 1954, jusque-là, on a appris aussi à Genève que jusque-là, tous les mouvements antinucléaires étaient interdits. En 1954, le Japon lance son premier programme de recherche nucléaire accompagné d'une propagande sans précédent sur,
j'ouvre les guillemets, l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, comme ils disent. Une série d'articles est publiée au Pays du Soleil Levant sous le titre « On a pu enfin saisir le soleil ». Une grande exposition à la gloire de l'atome tourne dans toutes les villes nippones et sont l'occasion de sorties scolaires. En 1955, le député américain Sidney Yates propose de construire la première centrale nucléaire japonaise à Hiroshima, précisément. Selon un rapport américain, en 2 ans, le nombre de Japonais considérant l'atome comme nocif chute de 70% à 1956 à 30% en 1958. Et voilà comment l'un des pays les plus exposés aux menaces sismiques, le pays qui a vécu l'enfer atomique, a pu devenir la 3e nation nucléarisée du monde. Et aujourd'hui, cet archipel sert encore, avec la catastrophe de Fukushima, de laboratoire grandeur nature à nos apprentis sorciers. Oui, je sais, cette semaine, ma chronique, elle n'est pas très drôle. Toute l'émission. Toute l'émission n'est pas très drôle. Se marre, mais faut bien dire ce qui est. C'est absolument terrifiant. Alors, voilà, on a tellement de choses à dire. On aurait tellement de choses à dire encore, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Se donner rendez-vous le 12 juin, le mardi 12 juin à 14h. Et voilà, donc n'oubliez pas d'aller regarder vraiment le site de la coordination Stop Nucléaire pour avoir les enregistrements. Si vous voulez nous contacter, collectif-antinucléaire13@orange.fr. Et je voudrais finir avec une citation de Monsieur Einstein qui connaissait 2-3 trucs par rapport à l'atome. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Alors, sur qui ? Il serait peut-être temps qu'on s'y mette. Merci Radio Galère, merci Sidi à la technique.